Alors, nous avons introduit la dernière séance, c'est quoi la théorie des langages? On a dit que la théorie des langages, c'est l'algèbre des langages. C'est pour cela qu'on a consacré le premier chapitre à un rappel mathématique, parce que la théorie des langages, elle est basée sur la théorie des ensembles au niveau de l'algèbre. La théorie des langages, elle n'est rien que l'algèbre des langages. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que bien sûr, le langage sert à être un support naturel de communication. Il permet aux gens de communiquer et d'échanger les idées. Alors, pour le langage utilisé dans la vie, qui est le langage humain, c'est un langage qui dit naturel. C'est un langage qui est généralement informel et ambigu et demande toute la subtilité d'un cerveau d'être humain pour être interprété correctement. Alors que non, pour le langage machine, le langage avec lequel l'être humain communique avec la machine, c'est un langage qui doit être formalisé et non ambigu. Alors, je souligne bien le mot formalisé. Alors, pour être formalisé, il y a une certaine règle, il y a certaines règles à appliquer. Et c'est ça le rôle de la théorie des langages. Alors, je rappelle brièvement les notions qu'on a vues au début du cours. C'est la notion de l'alphabet. Alors, c'est quoi un alphabet? Un alphabet est un ensemble fini, non vide des éléments appelés symboles. Alors, comme on a dit pour l'alphabet français, alors pour formuler des phrases, des mots dans la langue française, ça se base sur un alphabet. L'alphabet français, A, B, C, etc. C'est tous ces ensembles-là qui nous permettent de formuler des mots et pour formuler des phrases pour communiquer. La même chose dans la théorie des ensembles, l'alphabet est un ensemble fini, non vide des éléments appelés symboles. Symbole, bien sûr, c'est une entité abstraite qui ne peut pas être définie formellement comme des lettres parce que on a expliqué la dernière fois un symbole, par exemple, dans l'alphabet C, si dans l'exemple, regardez, bonjour, ça va, 10 $, c'est un alphabet de 5 symboles. On n'a pas dit bonjour mot, mais c'est un symbole dans cet alphabet. Donc, voici une liste des exemples des alphabets. On a cité l'alphabet qui est constitué des 0 à 1 pour formuler après des mots qui sont constitués des 0 et des 1. L'alphabet français, l'alphabet d'un langage C, etc. Donc, un alphabet, c'est quoi? C'est tout ensemble fini, non vide des éléments appelés symboles. Donc, c'est la première base dans la théorie des ensembles. Alors, bien sûr, un alphabet sert à quoi? Un alphabet sert pour être une base pour formuler des phrases. Alors, c'est quoi un mot? Un mot, c'est quoi? C'est une suite finie et totalement ordonnée, composée d'éléments de X. On a un alphabet. À partir des éléments de cet alphabet-là, on construit des mots, bien sûr, à partir de ces symboles qui constituent une suite finie et totalement ordonnée, composée d'éléments de X. Alors, on donne l'exemple, bien sûr, on est dans l'alphabet binaire qui constitue des symboles 0 et 1. Alors, voici des exemples des mots qu'on peut formuler à partir des symboles de cet alphabet-là. Le 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, etc. Donc, tous les mots qui contiennent 0 et 1 appartiennent à l'ensemble des mots construits sur cet alphabet-là. Alors, pour le mot bonjour, c'est un mot sur l'alphabet de la langue française. Bonjour, parce que l'alphabet de la langue française est constitué des lettres A, B, C, etc. Donc, bonjour, puisque on a formulé un mot à partir d'un ensemble des symboles, donc c'est pour cela qu'on a dit que c'est un mot dans l'alphabet de la langue française. Alors que, regardez pour cet alphabet-là, X constitué de bonjour, ça va, 10 $, c'est un alphabet constitué de 5 symboles. Donc bonjour ici, ce n'est pas un mot dans cet alphabet-là, mais plutôt un symbole. C'est bon? Bonjour, ça va? Ça va 10, c'est un mot sur cet alphabet-là. C'est bon? Alors, on a dit qu'il y a certaines notations à retenir, c'est que, bien sûr, le mot vide
elle est notée epsilon, et le mot qui ne contient aucun élément d'un alphabet. Et l'ensemble des mots qu'on construit sur un alphabet X, c'est un ensemble infini noté X étoile. Ça veut dire tous les mots, si on a un alphabet X par exemple 0, 1, alors X étoile, il contient quoi? Il contient tous les mots qui peuvent être construits à partir des symboles de cet alphabet-là. Alors, il y a notre ensemble, un ensemble défini, c'est l'ensemble des mots construits sur un alphabet X qui ne contient pas le mot vide. C'est un ensemble noté X+, et bien sûr, puisque c'est l'ensemble des mots construits sur un alphabet qui ne contient aucun mot vide, donc bien sûr, X étoile, c'est l'union de X+, et le mot vide. Alors, on donne un exemple. On s'est arrêté la dernière fois à cet exemple-là. Alors, on se donne l'alphabet constitué des trois lettres ou bien symboles A, B, C. Donc, X étoile, c'est quoi? X étoile, défini sur X, sur l'alphabet X, c'est tous les mots qu'on peut construire à partir de ces trois symboles. Alors, on se donne des exemples. C'est le mot, bien sûr, le vide. X étoile, il contient le mot vide, c'est epsilon. Il contient le mot A, B, C, ça veut dire les mots de longueur 1, et puis les mots de longueur 2, et puis les mots de longueur 3, etc. jusqu'à l'infini. Donc, on peut écrire autrement, c'est X étoile, c'est quoi? C'est l'union de epsilon, union l'ensemble des mots de longueur 2, union l'ensemble des mots de longueur 3, union l'ensemble des mots de longueur 4, etc. C'est bon? Et ici, on peut utiliser une représentation graphique pour visualiser quels sont les différents mots possibles qu'on peut construire sur un alphabet donné. Alors, par exemple, cet alphabet-là, il est constitué de A, B, C. Donc, à partir de A, on peut construire le mot AA, AB, AC. À partir du symbole B, on construit les mots BA, BB, BC. Et à partir de C, on construit les mots CA, CB, CC. Ça veut dire, à ce premier niveau-là, on a les mots de longueur 1. On a les mots, le deuxième niveau, c'est les mots de longueur 2, etc. Le troisième niveau, c'est les mots qu'on construit de longueur 3. Donc, cet arbre de représentation, cette arborescence, il permet de nous donner quels sont les différents mots qu'on peut construire sur un alphabet X. Alors, on revient sur l'explication ici. On avait dit que X étoile, c'est quoi? C'est l'union du mot vide, union l'ensemble des mots de longueur 1, union l'ensemble des mots de longueur 2, etc. Et ensuite, on a switché vers le plus. On a remplacé l'union avec le plus. Ici, bien sûr, ici, ce sont des ensembles. Alors, vous allez me dire, c'était posé la dernière fois, madame, pourquoi vous avez fait l'addition entre des ensembles? Alors, l'addition, oui, l'addition dans la théorie des langages, ça signifie l'union. On se permet d'utiliser cette addition-là entre les ensembles. L'addition veut dire que c'est l'union. Et c'est ça la remarque écrite en bas. Alors, pardon. Alors, si on note x à la puissance i, l'ensemble des mots de longueur i construits sur l'alphabet x, donc on a x étoile, c'est quoi? X étoile, c'est x à la puissance 0 plus x à la puissance 1 plus x à la puissance 2 jusqu'à x à la puissance plus l'infini, bien sûr. Et ça donne quoi? Ça donne une sigma de 0 vers l'infini de x à la puissance i. Donc, on pourra utiliser cette notation. Alors, qui dit plus dit l'union. Il faut s'habituer à ça dans la théorie des langages. Madame? Oui. Madame, pour notre exemple, ça représente quoi, par exemple? Attendez, j'augmente un peu le volume. Oui, tu répètes la question? Dans notre exemple, x à la puissance 1 représente quoi? X à la puissance 1. Oui, c'est ça?
Oui, madame, dans notre exemple, qu'est-ce qu'elle représente? X à la puissance 1, c'est cet ensemble-là. Regardez. C'était son... X à la puissance 1, c'est l'ensemble des mots de longueur 1 construits sur l'alphabet X. Alors, quels sont les mots de longueur 1 construits à partir... Ici, c'est juste une petite erreur. C'est C ici. On doit rajouter... Oui. Oui, c'est ça. On doit rajouter le C. C'est juste une erreur de frappe. C'est bon? C'est bon? Alors, merci de bien signaler ça. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Donc, x à la puissance 1, c'est l'ensemble des mots qui sont de longueur 1. L'ensemble des mots de longueur 1 qu'on peut construire sur l'alphabet x, c'est A, B et C. C'est bon? L'ensemble x à la puissance 2, x à la puissance, c'est cet ensemble-là. C'est l'ensemble des mots de longueur 2, etc. C'est bon? Voilà, donc on a défini c'est quoi x étoile, c'est quoi le epsilon et c'est quoi le x plus. Epsilon, c'est le mot vide qui ne contient aucun symbole. Le x étoile, c'est l'ensemble des mots qu'on peut construire à partir sur un alphabet x. Et le x plus, c'est l'ensemble des mots qu'on construit à partir d'un alphabet, mais qui ne contient pas le mot vide. Alors, on enchaîne, bien sûr, qui des mots. On parle aussi de longueur d'un mot. Alors, c'est quoi la longueur? C'est le nombre des mots, des symboles constituant un mot X sur un alphabet donné. Donc, ça se note comme ça. C'est ça la longueur d'un mot. Ça se note comme la valeur absolue en algèbre. Donc, en mathématiques en général, c'est la longueur du mot W. Alors, si on a ce symbole-là avec un petit x, ça veut dire on cherche c'est quoi le nombre d'occurrences de x dans le mot W. Alors, prenons l'exemple. Ici, on est dans l'alphabet X qui contient les trois symboles A, B, C. Alors, voici un mot qui appartient à X étoile. C'est quoi ce mot? C'est A, B, C, B, A, A. Alors, la longueur de ce mot-là, il contient combien de symboles? Il contient 6. Mais l'occurrence de A dans ce mot-là, combien de A on a dans ce mot-là? On a combien de A? C'est 3. Donc, c'est ça la notion de la longueur d'un mot. Alors, puisque on a ici les mots, bien sûr, pour formuler des mots, bien sûr, on doit juxtaposer plusieurs symboles. Alors, cette juxtaposition, ça s'appelle l'opération concaténation. Alors, c'est quoi la concaténation? Si on prend n'importe quel deux mots, W et W' qui appartiennent à l'ensemble des mots construits sur un alphabet X, qui est X étoile, alors la concaténation de W et W' est définie comme la juxtaposition de W et W'. Alors, on revient sur cet exemple-là. Alors, ce mot-là, c'est la juxtaposition. Ce mot-là, A, B, C, B, A, A, c'est la juxtaposition des symboles A, B, C, puis B, A, A. C'est bon? Donc, c'est ça la concaténation, que ce soit pour le mot ou bien la concaténation entre deux mots. C'est bon? Donc, la concaténation de deux mots est définie par la juxtaposition des symboles du premier mot suivi des symboles du deuxième mot. On la note W.W' ou bien directement W'. Alors, on prend l'exemple suivant. On a l'alphabet qui est constitué des symboles 0,1. On a le premier mot. On donne le premier mot, c'est 1, 0. Le deuxième mot, 0, 0. Alors, la concaténation de W et W', ça donne quoi? On juxtapose le premier mot avec le deuxième mot. Ça veut dire le premier, puisqu'on commence par W, on doit commencer par le premier mot qui est le 10. Donc 10 suivi du 0, 0 qui est le W'. Et bien sûr, si vous remarquez, la concaténation n'est pas... Qu'est-ce que vous remarquez?
La concaténation n'est pas? Voilà. Elle n'est pas commutative parce que la concaténation de W, W', il est différent de la concaténation de W', W. Donc à retenir que la concaténation n'est pas commutative. Alors, on a une autre notion, c'est la puissance d'un mot. Alors, la puissance d'un mot, si vous avez compris la concaténation, alors c'est la puissance d'un mot. La puissance d'un mot, c'est combien de fois on répète le mot. C'est bon? Alors, soit W appartient à X étoile et N appartient à N. Donc, la puissance de W est donnée comme suit. Donc, W à la puissance 0, c'est epsilon. Alors, W à la puissance 1, c'est le mot lui-même. Et W à la puissance N, c'est W fois W concaténé à Wn-1 fois égale aussi Wn-1 fois concaténé à W. Alors, ne mélangez pas ça avec... Ça, c'est l'associativité de la concaténation et non pas la commutativité qui nous a permis d'écrire W concaténé à Wn-1, c'est Wn-1 concaténé à W. C'est l'associativité de la concaténation qui nous a permis d'écrire la puissance de telle sorte comme si c'est les commutatifs. Alors, ce n'est pas commutatif, c'est bon? C'est l'associativité de la concaténation. Parce que si c'est à la puissance 3, c'est quoi? On peut dire, je peux vous expliquer ici. Par exemple, A à la puissance 3, c'est quoi? On peut dire que c'est A à la puissance 2. On peut écrire A. On a le droit de faire ceci. On peut faire ceci. C'est la même chose qui va nous donner, c'est comme on peut écrire aussi que c'est bon? Donc, c'est l'associativité de la concaténation qui nous a permis de dire que W concaténé à Wn-1, c'est également Wn-1 concaténé à W. C'est l'associativité et non pas la commutativité. Donc, ne mélangez pas les deux. C'est bon? Alors, je supprime cet exemple-là et on enchaîne sur l'exemple déjà donné. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, parce qu'on vient de dire que la concaténation n'est pas commutative, et si on écrit cette écriture, ça donne allusion à le fait que, comme s'il est commutatif, alors c'est pas vrai, c'est l'associativité de la concaténation qui nous a permis d'écrire, de proposer cette écriture. Alors, on revient sur l'exemple pour mettre en pratique la puissance d'un mot. Alors, on se donne un alphabet qui est constitué des deux symboles AB et un mot ABA. Donc, ABA, c'est un mot qui appartient à X étoile. Alors, les puissances. Alors, on commence par la première.
Donc, on vient de dire qu'on a un alphabet constitué des deux symboles A, B et un mot qui appartient à X étoile. Le mot qu'on propose, c'est le mot constitué de ABA. C'est le mot ABA. Donc, W à la puissance 0, c'est quoi? On avait dit, c'est W à la puissance 0, c'est epsilon. W à la puissance 1, c'est W concaténé au mot vide, epsilon, égale à aussi W, égale à ABA. Alors, W2, alors, W à la puissance 2, c'est W fois W, c'est ABA, ABA. W à la puissance 3, c'est W concaténé à W à la puissance 2, c'est W, 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 ABA concaténé 3 fois. 3 fois de suite. Donc, c'est ça la puissance d'un mot. Alors, on passe à un premier exercice qu'on va le faire ensemble. Alors, voici une fonction. C'est quoi? C'est la longueur d'un mot. La longueur d'un mot est une fonction définie sur quoi? Madame, Oui, j'ai une question, s'il vous plaît, madame. oui, bien sûr. W et W plus epsilon, est-ce qu'ils sont équivalents? Comment? W et W plus epsilon, est-ce qu'ils sont les mêmes choses? Est-ce que c'est de la même chose? Mais ici, plus, ça va être plus, c'est Union. l'union. Oui. Mais on doit faire l'union, c'est l'union de W, l'ensemble W, plus epsilon qui va donner l'ensemble W epsilon. C'est ça l'écriture juste. Donc, et W epsilon rattaché, est-ce que c'est de la même chose? Non, Est-ce c'est qu'on pas peut la même l'écrire? chose. Alors, je vais vous expliquer. Alors, ce que tu viens de dire, que la bonne écriture, c'est, il vaut mieux dire la bonne écriture parce que plus epsilon. C'est l'union de W et epsilon. Ça va nous donner W epsilon. C'est bon? Ça va nous donner l'ensemble constitué de W et epsilon. Parce qu'ici, c'est l'union entre deux ensembles. L'ensemble constitué du mot W et l'ensemble constitué du mot vide. Oui, d'accord. Oui. J'ai compris maintenant. La concaténation, oui. La concaténation, on concatène W à epsilon. Ça nous donne W. C'est bon? Donc, dans ce cas, pourquoi on n'a pas dit que... Pourquoi on n'a pas éliminé la condition au milieu, W si n est égal à 1, et mis si n supérieur ou égal à 1? Si n supérieur ou égal à 1. Oui. Si n supérieur ou égal à 1. Donc, si c'est égal à 1, ça veut dire si n est égal à 1, on aura W, W rattaché à W à la puissance 0, qui est epsilon. Donc W rattaché à epsilon, donc W. Oui, c'est juste. Oui, on peut faire ceci. On peut supprimer cette ligne et remplacer dans la ligne suivante par n supérieur ou égal à 1. Oui, c'est juste. C'est juste. Et si c'est juste parce que c'est le début des cours, il vaut mieux détailler un petit peu pour maîtriser ces notions-là. C'est bon? Oui, bien compris maintenant. Oui, merci beaucoup. C'est bon? Sinon, W concaténé à epsilon, c'est W. C'est bon? Un mot concaténé à un mot vide, bien sûr, on n'a rien concaténé parce que le mot vide, il ne contient aucun symbole. Donc, un mot concaténé au mot vide, c'est le mot lui-même. Bien compris, madame. Merci. Je vous en prie. Alors, on passe à un premier exercice qu'on va le faire ensemble. Le voici. Alors,
on vient de parler de la longueur d'un mot. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? La longueur d'un mot, c'est l'ensemble, c'est la somme des symboles constitués un mot donné. Alors, cette longueur-là, c'est une fonction définie de x étoile vers n. Ça veut dire, la longueur des mots qui appartiennent à x étoile, c'est quoi? La longueur, ce sont des nombres qui appartiennent à n. C'est bon? Alors, montrons que f est un morphisme de monoïde. Montrons que f est un morphisme de monoïde. Alors, si vous vous rappelez bien, dans la première séance, on a dit, c'est quoi un monoïde? C'est un ensemble muni d'une loi de composition interne. Oui, très bien. Commutative, associative, qui a un élément neutre. C'est pas commutatif, c'est seulement associatif. Associatif, oui, associatif avec n. Voilà, c'est un ensemble muni d'une loi de composition interne, associatif et admettant un élément neutre. On n'a pas la commutativité parce qu'on peut trouver un monoïde qui n'est pas commutatif. C'est bon? Alors, la première des choses, puisqu'on dit c'est un morphisme de monoïde, c'est un morphisme d'un monoïde vers un monoïde, une application d'un monoïde vers un autre monoïde. Alors, le premier monoïde qui est évident, qu'on ne va pas le signaler, qu'on ne va pas le détailler encore à propos de ce monoïde. Le premier monoïde facile à faire, c'est le monoïde N, muni de quelle composition? Plus. Et l'élément neutre, c'est 0. Ça, c'est un monoïde. Alors, il reste à montrer la première des choses. On doit montrer quoi? L'autre ensemble doit être monoïde. Monoïde, il est constitué de quoi? C'est l'ensemble x étoile avec la loi de la concaténation. Et l'élément neutre, c'est quoi? Epsilon. Donc, la première des choses, on doit montrer que x étoile, muni de la loi la concaténation, et epsilon est un monoïde. Et après, on vérifie les deux relations de monoïde. C'est que l'image des deux éléments par la première opération, la première loi, c'est la deuxième loi plus c'est la deuxième loi pour les deux images. C'est bon? Donc, la première des choses, donc on doit mentionner que la concaténation, c'est une loi de composition interne. Pourquoi? Parce que si on prend n'importe quel deux mots appartenant à x étoile, la concaténation de ces deux mots-là appartient aussi à x étoile. Parce que x étoile, c'est l'ensemble qui contient tous les mots qu'on peut construire sur un alphabet X. Bien évidemment, la concaténation de deux mots appartenant à x étoile, c'est un mot qui appartient à x étoile. Donc, la concaténation est une loi de composition interne dans x étoile. Alors, ça c'est la première des choses, c'est une loi de composition interne. Alors, on doit signaler qu'il admet aussi un élément neutre. C'est quoi l'élément neutre dans la concaténation? C'est l'epsilon, parce qu'un mot concaténé à epsilon, ça reste toujours le mot lui-même. Parce que, puisqu'on avait dit, la concaténation de deux mots, c'est la juxtaposition des symboles des deux mots. Alors, un mot donné, par exemple, le mot AB, il est constitué de AB. Concaténé avec epsilon qui ne contient aucun symbole, bien sûr, ça reste le mot AB. C'est bon? Donc, c'est pour cela la concaténation avec un mot vide, ça reste toujours le mot lui-même. Donc, epsilon, c'est l'élément neutre de la concaténation dans x étoile. Alors, on a parlé de la loi de composition interne, on a vérifié l'existence d'un élément neutre qui est epsilon dans x étoile. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien sûr, à vérifier l'associativité. Bien sûr, bien évidemment, l'associativité, elle est réalisée pour la concaténation parce que on peut la signaler comme ça, comme on peut, si on veut vraiment donner une démonstration mathématiquement plus correcte, on doit détailler W.
W, si on prend 3 mots, W, il est constitué des symboles, par exemple, de A1 jusqu'à AN. W' constitué des symboles de A1' jusqu'à AN'. Et W seconde, il est constitué des symboles A1 seconde jusqu'à AN seconde. Et bien sûr, on a maintenant tous les mots avec les symboles avec lesquels ils sont constitués. On a le droit de les juxtaposer un après l'autre. Et bien sûr, ça permet de mieux visualiser l'associativité. Donc, l'associativité est assurée. Donc, en conclusion, X étoile muni de la concaténation avec l'élément neutre epsilon est un monoïde. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à vérifier est-ce qu'on a un morphisme de monoïde. Donc, on doit prendre deux éléments du premier monoïde et on applique la loi de ce monoïde qui est la concaténation. Et on calcule l'image. Donc, l'image de W concaténé à W', c'est quoi? C'est la longueur de W concaténé à W'. Et bien sûr, la longueur, c'est la longueur de deux mots concaténés, c'est la somme des longueurs des deux mots. Donc, ça nous donne quoi? Et c'est l'image de f de W plus l'image de FW'. Et ce plus-là, c'est la loi de composition du deuxième monoïde qui est le monoïde d'arrivée. C'est bon? Donc, la première relation, il est vérifié. C'est que f de W point W', c'est f de W plus f de W'. Et bien sûr, f de epsilon, c'est quoi? On doit vérifier l'image de l'élément neutre du premier monoïde, ça doit être l'élément neutre du deuxième monoïde. Donc, f de epsilon, c'est quoi? C'est la longueur du epsilon. Et epsilon, bien sûr, on a dit qu'un mot vide qui ne contient aucun symbole. Bien évidemment, la longueur de epsilon, c'est 0. Donc, f de epsilon égale à 0. Et bien sûr, 0, c'est l'élément neutre du monoïde n plus 0. Donc, c'est un morphisme de monoïde. C'est bon? Alors, on enchaîne. Parlons toujours des mots. Là, c'est déjà fait, la puissance d'un mot. Alors, en parlant des autres opérations sur les mots, c'est la factorisation d'un mot. Alors, on prend soit un alphabet X et W et U, deux mots appartenant à X étoile. Alors, on dit que U est un facteur gauche. Un facteur gauche, ça veut dire la factorisation. Un facteur gauche ou bien préfixe W, c'est bien sûr s'il existe un autre mot V appartenant à X étoile tel que W égale UV. Donc, U c'est bien sûr c'est le préfixe de W. On dit que U est un préfixe W s'il existe un autre mot appartenant à X étoile tel que W s'écrit U concaténé avec V. Ça, c'est la notion de facteur gauche. Alors, pour un facteur droit, qui s'appelle aussi un suffixe, on dit que U est un facteur droit ou suffixe de W s'il existe un autre mot V appartenant à X étoile, tel que, bien sûr, W égale VU. Ça veut dire suffixe. Ça. Il y a un mot avant, mais lui, il arrive vers la fin du mot. Et bien sûr, qui dit facteur, pourquoi? Parce que comme si on factorise. C'est bon? On parle aussi d'un préfixe propre de W s'il existe V, mais cette fois-ci, il doit appartenir à X plus et non pas à X étoile, tel que W égale U concaténé à V. U est un suffixe propre de W s'il existe V appartenant à X plus. Ça veut dire le V doit être différent de quoi? Différent de quoi? Epsilon. Voilà. Tel que W égale VU. Donc, on donne un exemple. Donc, soit l'alphabet X à B et le mot B à BB. Alors, les préfixes de W sont B, BA,
BAB, BABB. Alors, tout là, ce sont les préfixes W. Le premier préfixe, c'est B. Le deuxième, c'est BA. Le troisième, c'est BAB. Et le quatrième, c'est le mot lui-même. Là, ce sont les préfixes de W. Alors, pour les préfixes propres, on enlève la dernière condition, le dernier cas. Le dernier cas, parce que le V, on doit avoir la condition W doit être égal à UV, tel que V est différent du mot vide. Donc, on ne peut pas garder le mot BAB qui est un préfixe propre. C'est bon? Donc, les préfixes propres de W sont B, BA et BAB. La même chose pour les suffixes de W, les suffixes de B sont le premier suffixe, c'est quoi? C'est le B, le deuxième c'est BB, le troisième c'est BBA et le quatrième c'est BABB. C'est bon? Et pour le préfixe, bien sûr, propre, on enlève le mot lui-même parce que le V ne doit pas être un mot vide. Alors, on parle d'une autre notion, c'est la notion inverse d'un mot ou bien le miroir d'un mot. Alors, le miroir d'un mot, bien sûr, mot W qui est constitué d'un ensemble des symboles de A1 jusqu'à N et le mot noté W à la puissance R et on inverse l'ordre des symboles en commençant par le dernier symbole, on le place dans le premier endroit, en premier, c'est bon? Donc W à la puissance R c'est AN, AN-1 jusqu'à A1. Donc c'est ça le miroir d'un mot. On donne un exemple, voici un mot ABBC. C'est un mot de l'alphabet constitué des symboles A et B. Alors le mot de W, le mot miroir de W, alors je rectifie. Le mot miroir de W et W à la puissance R, c'est quoi? C'est l'inverse de ce mot-là. On inverse en commençant par le dernier symbole. C'est le CBB. CBB. L'alphabet, c'est ABC. ABC, oui. J'oublie toujours ce C-là. L'alphabet, mais c'est bien, puisque vous corrigez, donc ça montre que vous êtes branchés. C'est bon? Alors, donc l'alphabet, c'est ABC. Le mot miroir du mot ABBC, c'est CBBA. Alors, le miroir, il y a des remarques à retenir. Le miroir de n'importe quel mot composé d'un seul symbole est le mot lui-même. Le mot A, son miroir, c'est le mot lui-même. Le miroir du mot vide, c'est le mot vide. Alors, on dit qu'un mot est un palindrome si le miroir de ce mot est le mot lui-même. Exemple, regardez ce mot-là. ABA, son mot miroir, c'est ABA, c'est lui-même, ça s'appelle un mot palindrome. Voilà, donc sur l'ensemble des mots, bien sûr, on peut définir plusieurs relations d'ordre. Alors, parmi ces ordres, on peut citer l'ordre préfixiel. Alors, l'ordre préfixiel défini par généralement U inférieur à V, bien sûr dans le sens d'ordre des mots, c'est U est un facteur gauche de V ou bien U est un préfixe de V. Pourquoi on a dit que c'est un ordre total? Parce que pas tous les mots sont ordonnés. On peut trouver deux mots que l'un des deux mots n'est pas le préfixe des autres. Par exemple, on prend les mots, par exemple, un chat. Un chat et voiture. Est-ce que chat et voiture, est-ce que chat, par exemple, prends exemple, chat et voiture. Est-ce que chat est un préfixe de voiture? Est un facteur gauche de voiture? Non.
Voiture n'est pas un facteur gauche de chat. Donc, on peut trouver des mots qui ne sont pas ordonnés par cette relation d'ordre. C'est pour cela qu'on dit que c'est une relation d'ordre partiel. Alors, il y a un autre type d'ordre, c'est l'ordre lexicographique. C'est l'ordre que vous connaissez bien, c'est l'ordre du dictionnaire. Alors, c'est une relation d'ordre total qui étend l'ordre préficiel. Parce que n'importe quel deux mots sur n'importe quel alphabet, on peut les ordonner. C'est bon? On peut trouver un mot qui vient avant un autre. C'est l'ordre du dictionnaire, bien évidemment. C'est un ordre total. Alors, on définit un autre ordre, c'est l'ordre hiérarchique. C'est aussi un ordre total. Alors, comment on définit cet ordre hiérarchique? C'est que les mots sont classés d'abord par longueur. Puis, pour les mots de même longueur, par ordre lexicographique, on suppose par exemple qu'on a ordonné les lettres de l'alphabet. Donc, les mots sont comparés tout d'abord pour la longueur, par leur longueur. Si les mots qui ont la même longueur, on va les ordonner par l'ordre lexicographique. Donc, c'est une relation d'ordre total. Alors, graphiquement, au niveau de cet ordre-là, comment on peut trouver ça? Comment on peut organiser les mots? On va trouver qu'un mot précède un autre dans cet ordre-là, s'il se trouve bien sûr à un niveau plus élevé ou bien étant sur le même niveau, mais il se trouve où? Il se trouve où? Si vous avez compris. Il est écrit, madame. Oui. Mais oubliez l'écriture, j'essaie de tester vos connaissances, c'est pas... Il se trouve où? Il se trouve à gauche. C'est bon? Donc, voici les mots sur cet arbre-là. A, B, C. Bien sûr, A, B et C. Ce sont des mots qui précèdent les mots qui sont constitués de deux symboles. Ce mot-là, ces mots-là, du deuxième niveau. Alors, si on est dans le même niveau, bien sûr, le AA précède le mot AB parce qu'il va se trouver à gauche. C'est ça l'ordre hiérarchique, c'est un ordre total parce que n'importe quel deux mots, on peut les ordonner. On compare tout d'abord la longueur. S'ils sont égaux, on passe à l'ordre lexicographique, donc c'est un ordre total. Alors, on a parlé des notions à l'alphabet. Oui? J'ai une question. Oui? Dans cet ordre-là, on parle seulement aussi les mots construits des symboles de l'alphabet, des lettres comme ça, A, B, C, pour faire par exemple l'ordre lexicographique. Oui, dans ce sens-là, oui. On peut ordonner n'importe quel alphabet, mais ici, puisqu'on a l'ordre, on va se référer toujours à l'ordre du dictionnaire. C'est bon? Mais par exemple, oui, bien évidemment, c'est l'alphabet qui est constitué des lettres qu'on connaît. Par exemple, si on a un alphabet, bien sûr, constitué des symboles, inférieur, égal, plus, moins, etc. On ne peut pas les ordonner ici. Par exemple, on se donne un alphabet là, constitué par exemple de plus, moins, etc. Alors, on peut pas appliquer ces ordres sur cet alphabet-là. Parce qu'on sauf si on parle des codes ASCII. Ça, si on entre dans on peut le faire, par exemple, si on compare le code ASCII. Oui, c'est possible. Mais vous avez dit, dans la définition d'un alphabet, ce sont des symboles qui sont totalement ordonnés. Donc, plus, il est supérieur à moins, et moins, il est supérieur à slash, n'est-ce pas, madame? Non, j'ai dit un mot. Un mot est une suite finie de symboles qui sont ordonnés. Ça veut dire un symbole vient après l'autre. Ici, le monsieur, j'ai bien compris sa question. Il m'a dit, madame, est-ce que ces ordres-là qu'on a définis, on peut les appliquer sur n'importe quel
quel alphabet. Alors j'ai dit non, pourquoi? Parce que, regardez, dans la définition d'un ordre hiérarchique, on utilise l'ordre, la longueur des mots. Mais à un moment donné, on passe à l'ordre du dictionnaire. L'ordre du dictionnaire, on le connaît. On connaît les lettres A, B, C jusqu'à Z. C'est ça l'ordre du dictionnaire. Donc, si on travaille dans ce sens-là, on ne peut pas ordonner n'importe quel alphabet. Mais en donnant l'exemple, par exemple, plus, moins et l'opération du quotient. Est-ce qu'ils sont définis dans le dictionnaire qu'on connaît? Ordre du dictionnaire A, B, C, Z. A, B, C, Z, etc. Non, ce n'est pas défini. Donc, on ne peut pas appliquer ces ordres si on travaille sur cet alphabet-là. Mais, bien sûr, dans le sens de la comparaison, ça veut dire en langage machine, on peut comparer plus, moins la quotient, mais en se référant, bien sûr, à leur code ASCII. Le code ASCII. Le code ASCII, par exemple, si vous avez fait dans le C, vous comparez les chaînes de caractères. Alors, comment on peut comparer les chaînes de caractères? On compare leur code ASCII. C'est bon? Donc, dans ce cas-là, si on entre dans cet onglet-là, on peut ordonner, par exemple, des mots qui sont construits sur l'alphabet plus, moins et quotient. Est-ce que vous avez retenu l'idée? C'est bon? Oui, madame. Voilà, donc c'est ça la relation d'ordre. Alors on passe maintenant à notre volet. Bien sûr, on a parlé des notions mots, alphabet, et bien sûr, tout ça c'est dans quel objectif? C'est pour avoir des langages. Alors un langage c'est quoi? À votre avis? Sans lire? C'est X étoile, n'est-ce pas, madame? Oui, les langages, ce sont des parties de X étoile. Des mots qu'on pourrait construire par les symboles de l'alphabet. Voilà, oui. Les langages, ce sont des parties de X étoile. Un langage, c'est quoi? Pour parler un langage, il faut utiliser des mots. C'est bon? Donc, un langage, c'est un ensemble des mots construits sur un alphabet donné. C'est bon? Donc, le langage L, ce sont des parties, c'est un ensemble. Donc, un langage donné, c'est un ensemble des mots construits sur un alphabet. Bien sûr, le L, il est inclus dans X étoile. Donc, on dit que L est inclus dans X étoile ou bien L appartient aux parties de X étoile. C'est bon? Alors, on se donne les exemples suivants. Voici l'alphabet constitué des symboles A et B. Alors, bien sûr, un premier langage qu'on doit définir, c'est le langage vide. Il ne contient aucun mot et son symbole, bien sûr, c'est le symbole du vide. C'est le zéro barré. C'est bon? Et on définit un autre langage, c'est le langage constitué du mot vide. C'est un langage sur cet alphabet-là. Alors, un autre langage, c'est A constitué des mots A, B, AA, BB, ABA. Ça, c'est une partie de X étoile. Ça, c'est un langage sur cet alphabet X. On définit un autre langage, c'est l'ensemble des mots qui appartiennent à X étoile, tels que W, c'est quoi? Ce sont les puissances du caractère A. Donc, ce langage-là, il est constitué de quoi? Il contient quoi? Il contient les mots qui sont construits que du symbole A. Que du symbole A. Donc, A, etc. Donc voilà, ça c'est un langage défini sur l'alphabet AB. C'est bon? Alors, bien évidemment, on doit préciser qu'un langage sur un alphabet X peut être fini ou bien infini. Exemple, regardez ce langage-là.
constitué de AB, AA, BB, ABA, c'est un langage qui est fini. Alors que celui-là, le deuxième, il n'est pas fini. Ça veut dire qu'il est infini. C'est bon? Et bien sûr, le langage vide, c'est un langage défini sur n'importe quel alphabet. Alors, puisque un langage, c'est un ensemble des mots. C'est bon. Donc, les langages étant des ensembles. Donc, toutes les opérations ensemblistes classiques leur sont donc applicables. Ensuite, la première des choses, c'est l'union. L'union, on prend deux langages L1 et L2 appartenant à X étoile. L1 union L2, c'est tous les mots qui appartiennent à X étoile tels que W appartient à L1 ou à L2. C'est l'union des deux langages. Alors, on précise que l'union, elle est associative, il est commutatif, il admet quoi comme élément? Non, c'est le langage vide. Un langage union, un langage vide, c'est le langage lui-même. Donc, c'est l'élément neutre. Alors, l'élément absorbant, c'est le vocabulaire X étoile ou bien l'ensemble des mots X étoile, qui est L union X étoile, ça donne X étoile union L, ça donne X étoile. C'est bon. L'union, elle est notée aussi dans la théorie des langages par plus. Donc, on écrit aussi L1 plus L2, ça donne W appartient à X étoile. Bien sûr, c'est la notion de l'union telle que W appartient à L1 ou L2. C'est la notion de l'union. Alors, l'intersection de deux langages, ce sont l'ensemble des mots qui appartiennent à la fois au premier langage et au deuxième langage. On note aussi que l'intersection, elle est associative, elle est commutative. Son élément neutre, bien sûr, c'est X étoile. Un langage, l'intersection de n'importe quel langage avec X étoile, ça donne ce langage. C'est pour cela le X étoile, c'est l'élément neutre dans l'intersection. Et l'élément absorbant, c'est le langage vide. L'intersection de L avec le langage vide, ça donne le langage vide, quel que soit L appartenant à X étoile. Alors, on définit aussi la concaténation ou le produit de deux langages. On dit produit ou bien la concaténation. Le produit des langages, appelé aussi la concaténation des langages, est le résultat de la concaténation de chaque mot de L1 avec chaque mot de L2. Ce n'est pas le produit cartésien, faites attention. Ce n'est pas la même chose. Le produit cartésien, c'est l'ensemble des couples X, Y, tels que X appartient à L1 et Y appartient à L2. Non, ce n'est pas le produit cartésien, c'est la concaténation. Si on écrit L1 concaténé à L2, c'est l'ensemble des mots U.V concaténé à V tel que U. L'ordre est important ici parce que la concaténation n'est pas commutative. Donc U, ça doit appartenir à L1 en premier lieu et V appartient à L2. Donc le produit ou bien la concaténation, elle est associative, elle n'est pas commutative. Le produit n'est pas commutatif et son élément neutre, c'est quoi? C'est le langage constitué du mot vide. Et son élément absorbant, c'est le langage vide. Alors, le produit de langage est distributif par rapport à l'union. Ça, c'est un théorème. On peut distribuer le produit ou bien la concaténation par rapport à l'union. Ça, c'est un théorème. Ça, dans le premier cas, dans le cas des ensembles un ordre bien exhaustif. Ça veut dire ici, on a trois langages. Donc, L1 concaténé à L2 union L2, ça donne L1 concaténé à L2 union L1 concaténé à L3. C'est bon? Donc, le produit de langage est distributif par rapport à l'union. Et ça, c'est dans le cas général. Si on a un ensemble infini de langages, c'est la même chose. Mais il faut faire attention que le produit de langage n'est pas distributif par rapport à l'intersection. Il est distributif seulement par rapport à l'union. Et bien sûr, on définit aussi la puissance ou l'itération d'un langage est définie comme suit. La même chose comme les mots. Un langage à la puissance n, si n égale à 0, c'est le langage constitué par
le mot vide. Alors, si n égale à 1, c'est le mot lui-même. Et si n est supérieur strictement à 1, c'est L concaténé à n-1, etc. Alors, ne pas confondre L à la puissance n avec le langage contenant les puissances énièmes des mots de L et qui serait défini U appartient à x étoile, il existe un V appartient à L tel que U égale à V à la puissance n. Donc, ne pas confondre ces deux notions. L à la puissance n, c'est L à la puissance n-1 fois L. Et le langage qui contient les puissances d'un mot, c'est les puissances de ce mot-là qui s'itèrent. C'est bon? Et les autres opérations qu'on a sur les langages, c'est la fermeture positive d'un langage noté L à la puissance plus. C'est l'union des différents langages I de 1 à l'infini de L à la puissance I. Ici, j'ai oublié le I ici. C'est bon? Ça s'appelle la fermeture positive. La fermeture de Kleini ou l'étoile de Kleini, c'est défini comme suit. L étoile, c'est l'union de I de 0 jusqu'à l'infini de L à la puissance I. C'est bon? Et bien sûr, il faut noter que L étoile égale L à la puissance plus union le langage constitué de mots vides. On peut noter aussi que L à la puissance plus, c'est L point L étoile. On donne un exemple. On prend un alphabet X constitué des symboles 0 et 1. Le premier langage, il contient les trois mots 0, 0, 1, 1, 0, 1. Et le deuxième langage, il contient les mots 0, 1, 10. Alors, l'union de L1 et L2, c'est l'union des mots qui appartiennent à L1 ou qui appartiennent à L2. C'est bon? Donc, on va rassembler les mots de tous des deux langages. Ici, regardez, on a 3, 2 et on a 4 parce que le 0, 1, ça se répète. 0, 1 appartient à L1 et appartient à L2. Alors, l'intersection, bien sûr, c'est le mot qui appartient à ces deux langages, c'est le 0, 1. Alors, regardez, L1 concaténé à L2. L1 concaténé à L2, ça va nous donner quoi? Ces mots-là concaténés à 0, 1. Donc, 0, 0 concaténé à 0, 1. 0, 0 concaténé à 1, 0, 1, 1 concaténé à 0, 1 et 0, 1 concaténé à 1, 0. Bien sûr, le L1.L2 est différent de L2.L1. Alors, pour le L étoile, pour l'étoile de Kleini, L2 à la puissance étoile, c'est l'union ou la somme des langages. Le premier langage constitué de mots vides. Le deuxième langage, c'est le langage lui-même. Le troisième langage, c'est L2.L2. Le troisième langage, c'est L2.L2.L3, etc. Donc, c'est ça le L2 étoile. Alors, avec ce, on clôture les concepts sur l'alphabet, le mot, les langages. Donc, je vous donne un petit exercice pour s'exercer. Donc, on a l'exercice suivant. On prend l'alphabet A, constitué des symboles A et B, et on se donne deux mots. Le premier mot, c'est AA, et le deuxième mot, c'est BAB. Donc, la première question, écrire les mots UV, UV à la puissance 2 et U à la puissance 3, V. Énoncer tous les mots de longueur 2 définis sur A. Donc, soit les ensembles suivants, il faut préciser c'est quoi ces ensembles-là. E1, E2, E3. C'est bon?
Alors voilà, vous faites l'exercice.